Bonjour, bienvenue au live de 18h30 que nous faisons tous les soirs depuis maintenant plus d'une semaine durant le confinement. Donc aujourd'hui nous allons aborder la médecine esthétique intime féminine qui est une nouvelle branche on va dire de la médecine esthétique et qui se retrouve un petit peu à l'injonction de la dermatologie gynécologique, de la gynécologie médicale et de l'esthétique pure. Donc dans la médecine esthétique intime, on distingue la partie fonctionnelle qui va s'occuper plutôt de la réhydratation des muqueuses vaginales et de la partie esthétique, à savoir l'aspect des organes génitaux externes avec le volume des grandes lèvres par exemple, à l'acide hyaluronique, on parle de labiaplastie médicale à l'acide hyaluronique, ou bien la radiofréquence pour traiter un fripé vulvaire, ou bien des peelings dépigmentants de la région ano-vulvaire. Il existe d'autres techniques, notamment la luminothérapie, les LED, qui elles auront plutôt une fonctionnalité sur la sécheresse et les douleurs. Et voilà. Donc en fait, voilà, il y a la médecine esthétique intime, surtout est née suite à l'apparition déjà d'un produit spécialement dédié l'acide hyaluronique dédié à cette partie intime qui s'appelle Desirial des laboratoires Vivaci. C'était le seul acide hyaluronique pendant quelques années à avoir le droit entre guillemets d'être dans cette région si particulière. Et de fil en aiguille, effectivement, les différents laboratoires se sont intéressés à cette zone-là en développant chacun des techniques, à savoir les lasers endovaginaux, comme le laser CO2 fractionné. Ensuite est apparue la radiofréquence endovaginale et ensuite la radiofréquence extravaginale. À cela, on peut parler aussi des injectables. Alors, il y a l'acide hyaluronique, évidemment, comme on a dit, que ce soit pour du volume pour les grandes lèvres ou le volume pour la restauration du point G, mais aussi la réhydratation comme une mésothérapie, si vous voulez, de la partie postérieure de la paroi vaginale en cas de sécheresse. D'autres techniques aussi sont le plasma riche en plaquettes. Avec une prise de sang, on va pouvoir extraire le plasma qui est riche en principes actifs, à visée anti-inflammatoire notamment, qui va permettre une biostimulation de la muqueuse et dont on va se servir non pas à visée médicale, mais à visée thérapeutique lors de cas de sécheresse. Car on sait qu'il y a des sécheresses qui sont inconfortables pour la femme au quotidien, que ce soit après une grossesse, après une ménopause ou après un traitement de cancer hormonodépendant, qui vont effectivement avoir un certain inconfort durant le post-traitement. Mais si on s'intéresse à la sécheresse post-ménopausique, qui survient à partir de 45-50 ans, ça veut dire qu'une femme passe plus d'un tiers de sa vie, voire la moitié de sa vie, avec un inconfort. Donc ça, c'est quelque chose d'assez gênant. Il y a aussi une autre technique utilisée pour le vaginisme. Donc là, ce sont les femmes qui n'arrivent pas à avoir de rapport sexuel parce que le conduit vaginal, il y a une espèce d'hypertonie, une contraction intense qui fait qu'il ne peut pas y avoir de rapport sexuel, mais bien plus handicapant, ni même d'examen gynécologique ou de la réalisation de frottis cervico-vaginaux. Et effectivement, l'injection de toxines botuliques va permettre de relâcher les muscles en surface pour une meilleure ouverture de cette zone-là. Dans les indications esthétiques, on a parlé de la labiaplastie, mais elle n'a pas qu'une indication esthétique. Il y a aussi une indication fonctionnelle, à savoir que le fait de gonfler les grandes lèvres, ça va permettre de venir refermer, si vous voulez, la fourchette vulvaire, donc ça c'est les grandes lèvres, et le fait de les injecter, ça va permettre de resserrer en bas et de venir fermer l'orifice vaginal, on parle d'introïtus, pour éviter donc les sécheresses, mais alors cette fois-ci par perte des sécrétions physiologiques. Et on voit ça notamment dans les béances vulvaires débutantes. Donc ça, c'est un intérêt et fonctionnel et esthétique. L'intérêt aussi du laser endovaginal, le laser CO2, va permettre, lui, effectivement, de stimuler la muqueuse en chauffant avec l'aspect thermique, mais aussi avec l'aspect ablatif, en faisant des micro-puits, comme pour le visage et pour les cicatrices,
dans la muqueuse vaginale, et en cicatrisant, il va y avoir un afflux de sang et de cellules qui vont venir réparer cette muqueuse qu'on a endommagée, mais aussi en même temps d'améliorer l'hydratation et d'améliorer la tonicité de la muqueuse vaginale. Et il y a une indication donc dans les relâchements débutants, évidemment, en cas par exemple de prolapsus suite à plusieurs grossesses, notamment. Des prolapsus qui vont être gênants, soit en termes d'inconfort, de sensation de pesanteur, de brûlure, un petit peu de façon chronique. Un autre traitement qui est intéressant, qui a une multiple indication, ce sont les peelings anneaux vulvaires que l'on peut faire sur la muqueuse, à l'entrée de la muqueuse qu'on appelle le vestibule, et aussi sur les grandes lèvres. Il y aura un intérêt donc effectivement esthétique pour soit dépigmenter, quand il y a des personnes ont une espèce d'hyperpigmentation, soit congénitale, soit liée à des frottements. Mais il y aura aussi une indication sur le fripé des grandes lèvres lorsqu'on a perdu beaucoup de poids, ou en post-ménopause, ou avec une chute d'hormones, on va avoir une atrophie des tissus. Et effectivement, le peeling va permettre de stimuler cette zone-là, qui aura donc un but effectivement esthétique, mais qui aura aussi un but fonctionnel pour permettre toujours pareil, on parle de réjuvénation ou de biostimulation des tissus pour une meilleure sexualité, on va dire. On m'a posé souvent la question de quel est l'intérêt en fait de faire une médecine esthétique intime, et certaines personnes ne voyaient pas bien l'intérêt de s'occuper, on va dire, du vagin ou de l'entrée en tout cas. Et effectivement, avec l'évolution des technologies, comme on a dit, avec l'évolution des mœurs, il y a une espèce de libération qui fait que c'est une zone que certaines personnes, alors peut-être pas toutes effectivement, mais vont s'intéresser un petit peu plus à cette zone-là. D'autant plus qu'avec les lasers épilatoires, effectivement, on a une mise en valeur des grandes lèvres. Et lors de régimes, je vous dis, ou de ménopause, avec des variations de poids, effectivement, ce sont des zones qui peuvent perdre en beauté. Et l'intérêt de la médecine esthétique intime, où on parle aussi de gynéco-esthétique, va permettre de redonner un élan vital et aussi un élan à la sexualité de couple. Car on sait que une bonne sexualité permet quand même un effet anti-âge certain, que ce soit même au niveau du plaisir simplement, mais aussi au niveau cardiovasculaire, ou au niveau cardiovasculaire, ou au niveau des sécrétions hormonales, notamment avec la notion de la sérotonine, avec un effet antidépresseur sur la sexualité. Et donc quand on comprend l'intérêt de ces traitements combinés ou pas, que l'on peut faire, effectivement, c'est quelque part prendre soin non pas que de l'aspect esthétique, mais aussi prendre soin de sa sexualité. Et on sait que, je crois, de mémoire, un tiers des plus de 70 ans ont une sexualité quand même hebdomadaire. Donc voilà, c'est un point que je m'en suis, en tout cas, j'ai eu à cœur de développer depuis l'avènement de ce nouveau produit Desirial, il y a maintenant, on va dire, 6 ans, je pense. Et de fil en aiguille, c'est vrai on découvre un nouvel univers qu'on ne connaissait pas, et que personne ne prend vraiment en charge, puisque les gynécos sont occupés avec leur gynécologie, les dermatos sont occupés avec tout ce qui est mélanome, les tumeurs et compagnie. Et l'esthétique s'occupe plus du visage. Donc c'est vrai que la question c'est qui a le temps, ou qui a envie, ou qui a les moyens ou les connaissances de s'occuper de cette zone intime. Et c'est au fil des formations, au fil des congrès, qu'on voit qu'il y a un réel bénéfice à s'occuper de cette zone-là. Donc pour ça, moi j'ai créé un site, sur mon site je parle de la médecine intime, mais j'ai dédié aussi avec un deuxième site qui reprend le premier, mais qui s'appelle médecinesthétiqueintime.com, parce que il y a quand même encore certains tabous sur cette zone qui est quand même érogène, et qui a été quand même longtemps occultée pendant pendant des siècles et des siècles. La sexualité féminine a été être soit montrée du doigt, soit cachée, soit étouffée, voire même.
Rappelez-vous les ceintures de chasteté. Donc ça, c'est un petit peu des choses qui se sont ancrées dans les mœurs et ça reste encore un peu tabou. Or, c'est pas du tout le cas et effectivement, aussi bien pendant une grossesse, je commence à avoir beaucoup de personnes qui viennent pour me parler des vergetures en disant voilà, j'ai des vergetures qui arrivent, qu'est-ce que je peux faire? Je suis encore enceinte. Dès la fin de la grossesse, est-ce que vous pouvez me prendre en charge? Mais maintenant, on commence à avoir certaines personnes qui demandent voilà, je vais avoir une épisiotomie pendant mon accouchement parce que j'ai un gros bébé par exemple. Ça va modifier des choses et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ou pas cela. Donc effectivement, sur notamment les cicatrices d'épisiotomie, et là on est loin de l'esthétique, on est vraiment dans la médecine classique, on va dire fonctionnelle, symptomatique. Les cicatrices, eh ben, on va pouvoir les traiter avec des LED à la luminothérapie endovaginale, on va pouvoir les traiter avec des crèmes, on va pouvoir des crèmes à base d'acide hyaluronique pour la cicatrisation, des ovules aussi pour la cicatrisation. On va pouvoir aussi apporter des radiofréquences intradermiques pour que la cicatrice s'assouplisse, ou encore des injections pour amener un flux d'eau pour une meilleure cicatrisation. Donc voilà, moi je parlais plutôt de médecine intime parce qu'après, on verra la semaine prochaine dans un autre live qu'on développe aussi la médecine intime masculine avec d'autres choses. Donc c'est pour ça que maintenant je parle de médecine intime féminine et de médecine intime masculine. Et on va voir qu'il y a bien des intérêts, bien des conséquences à cela. Je voulais revenir quand même sur le vaginisme. Effectivement, le vaginisme, c'est le problème de femmes qui n'ont jamais eu de rapport. Ça, c'est le vaginisme primaire. À la différence du vaginisme secondaire, c'est des dames qui ont déjà eu des rapports, mais qui, après un traumatisme psychologique ou physique ou une chirurgie, ne peuvent plus en avoir. Donc, ça, c'est encore une autre catégorie. Mais ce qui nous intéresse dans le vaginisme primaire, c'est de pouvoir permettre aux jeunes femmes d'avoir une sexualité normale, plus épanouie certes, mais déjà d'avoir une sexualité, c'est bien. Et en général, ces dames viennent me voir à partir de 30-35 ans parce qu'elles ont un désir de grossesse et elles veulent une grossesse naturelle, elles ne veulent pas passer par une FIV ou les PMA et autres. Et elles me disent, voilà, moi j'aimerais bien avoir un rapport et j'en ai marre parce que je ne peux pas, j'ai mal, que faire? Donc voilà, je pense que notre métier d'esthétique, alors c'est pas esthétique pure, moi je dirais plutôt médecine anti-âge, c'est de prendre la patiente dans sa globalité et de pouvoir lui apporter des solutions. Parce que souvent, ce sont des dames qui parlent, qui expriment, alors pas beaucoup, qui expriment peut-être dans 20% des cas leurs problématiques. Dans 20% des cas, je crois que les études montrent qu'elles n'ont que dans 5% des cas un traitement. Donc ça reste quand même sur 100% des patientes qui sont douloureuses, seulement on va dire 40 en parlent, 20 vont consulter et seulement 5% ont un traitement. Donc je pense que notre mission est quand même de faire circuler l'information sur ce sujet pour bien prendre en charge ces choses-là. Voilà, j'ai bien parlé. Alors là, c'est la partie un peu technique, un peu théorique. Je ne me suis pas appesanti sur chaque sujet parce qu'on peut passer 1 heure ou 2 heures sur chacun de ces sujets-là. Et on va demander à Sophie, qui est donc sexologue, qui va se présenter à nous, de voir un petit peu quel est son point de vue à elle d'un point de vue sexo, donc paramédical. Est-ce que ces techniques ont un intérêt? Est-ce que c'est une demande courante ou pas? Et est-ce qu'on a des résultats? Donc Sophie, je reviens vers vous et c'est parti. Je vous laisserai vous présenter. Bonjour Sophie. Bonjour Bertrand. Bon, on Alors, se sent moins seul. Voilà, voilà, face aux nombreuses problématiques féminines. Et c'est pour ça que exactement. je voulais avoir recours à quelqu'un de, on va dire, aussi spécialisé que moi, voire beaucoup plus spécialisé que moi, pour parler. Alors, voilà, on a un quart d'heure, hein, on ne va pas rentrer forcément dans Oui, le fond de chaque problème, mais je voulais aborder d'un point de vue sexo les différentes. Déjà, votre point de vue sur cette technique, votre point de vue sur les résultats des techniques, sur la com qu'il y a, est-ce qu'il y a assez de com, est-ce qu'il y a trop de com, voilà, en parlant à la fois de la sécheresse globalement, en parlant à la fois du vaginisme, en parlant un petit peu de toutes ces techniques-là. Et est-ce que c'est des techniques qui doivent être mises un petit peu de côté ou pas?
Ouais, ok. Alors, bon, dans un premier temps, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Sophie Genin, je suis psychosexologue. J'agis principalement en sexualité humaine et en thérapie de couple. J'ai été formée au sein de l'université Lyon 2 en psychologie et Lyon 1 au niveau de l'unité de biologie humaine. Donc, c'est un cursus universitaire hein, qui enseigne la sexologie. Et j'ai fait d'autres formations privées, notamment en Belgique, sur la sexualité humaine également. Donc, Excusez-moi, mais par rapport, oui. en Belgique, pourquoi? Parce qu'ils sont plus... Alors, oui, alors Belgique, Suisse, effectivement, et les États-Unis ainsi que l'Amérique latine, ce sont des pays qui sont vraiment en avance hein, sur l'étude de la sexualité humaine. Il faut d'ailleurs savoir que sur ces pays-là, le titre de sexologue est reconnu. Tandis qu'en France, un sexologue, même qu'il soit psychologue, médecin, gynécologue, sexologue, parce qu'un sexologue seul, ça n'existe pas. On ne peut pas s'attitrer sexologue sans avoir une dominante, soit en termes psycho, soit médical, soit gynéco, soit urologue, soit sage-femme ou infirmière sexologue. Voilà. d'accord. Alors c'est vrai que ces pays-là, eux, ils ont beaucoup plus de reconnaissance du titre de sexologue. Chez nous, ce n'est pas conventionné. Ce sont pourtant des études universitaires, mais non conventionnées. Ce qui veut dire que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale ni par les mutuelles. Voilà, donc Voilà. il faut le Un savoir. grand problème. Euh, voilà. Par rapport au sujet qui a été abordé effectivement aujourd'hui, notamment sur l'hydratation féminine. Alors, en sexologie, effectivement, il faut être vigilant sur les termes. L'hydratation féminine n'est pas trouble de l'excitation. Il faut bien faire la distinction. Hein. Une hydratation féminine, bien entendu, ça va être la qualité du derme, de l'épiderme en tout cas, dans sa souplesse notamment dans le fait que d'avoir une bonne hydratation au niveau de l'intime va favoriser, bien entendu, un bon rapport sexuel. Une personne qui aura un problème d'hydratation intime, forcément, ça entraînera des irritations, des démangeaisons, des brûlures, ce qui peut créer un inconfort sur du long terme ou même sur du court terme lors des rapports. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, dans votre approche, ça va être l'utilisation notamment de lasers endovaginaux. Alors, actuellement, il faut dire que ces techniques sont exposées, ne serait-ce que dans les séminaires, les assises de sexologie, celle de l'année dernière notamment, on abordait tout juste hein, les lasers endovaginaux ou les injections Alors que d'acide ça existe depuis, hyaluronique ou des ça botox. existe au moins depuis 5 à 10 Ouais, ans, quoi. Enfin, on va dire 5 exactement. ans Mm, mm, maximum. mm. Donc là, effectivement, il y a un retard à ce niveau-là, hein, donc même dans les enseignements qui sont dispensés à l'université chez les sexologues, puisqu'il y a d'autres alternatives aussi. Donc on les étudie avant toute chose. C'est vrai qu'on ne va pas négliger non plus le fait que les personnes qui viendront consulter en sexologie, au niveau du budget, ça peut être un frein. Donc il faut qu'on soit capable de leur proposer aussi d'autres choses, d'autres alternatives pour favoriser aussi une hydratation féminine. Alors, moi, en tant que sexologue, c'est vrai que j'aurais les retours hein, qui ont été faits sur l'utilisation du laser endovaginal sont très positifs, notamment chez les femmes qui sont ménopausées. D'accord. On associe quand même ce traitement à un suivi en sexothérapie. C'est-à-dire que il faut aussi que la personne apprenne de manière régulière à stimuler son hydratation. Alors, Mhm. comment on stimule une hydratation? Eh ben, comme quand une femme va être enceinte, le sujet de la grossesse a été abordé. Une femme qui va être enceinte, afin de prévenir notamment l'apparition de vergetures ou ce craquellement de la peau, on incite assez souvent. D'ailleurs, il y a des crèmes hein, qui sont faites pour ça, pour hydrater la peau. Pourquoi? Parce que il y a une perte hein, d'hydratation au moment de la grossesse. Et bien entendu qu'il faut pouvoir y pallier. Alors, soit par des compléments les probiotiques notamment, qu'on peut ingérer, soit à l'aide notamment d'huile végétale. D'accord. Ça, c'est assez régulier. Endo, mettre à Pardon? l'intérieur. Oui, tout à fait. De l'huile D'accord. végétale, alors sans parfum, hein, ça va être une huile Bien sûr. végétale comme de l'huile d'amande douce, par exemple, qui peuvent être utilisées pour aller masser le périnée, notamment. D'accord. Ça peut être Donc en fait, proposé pour éviter des épisio. ce que vous dites, c'est intéressant parce que
à force de m'occuper de ça, j'essaie de faire de petit à petit le syllogisme, enfin le parallèle entre la beauté du visage et la beauté du périnée. Et en fait, on s'aperçoit que Mm. de fil en aiguille, bah, il y a aussi des protocoles de crème, il y a des protocoles beauté au quotidien, que ce soit pour le Bien visage, sûr. pour le périnée. Et donc, prendre soin de son intimité, c'est pas juste aller chez le gynécologue une fois par an, c'est ça, je pense? Exact. Ouais, c'est ça. En fait, c'est dans sa globalité. On va dire aux personnes, bah voilà, faut bien manger, faut avoir une bonne alimentation saine, 5 fruits et légumes, faut boire beaucoup d'eau. Oui, parce que l'eau, bah forcément, ça va venir assouplir la peau, ça va venir hydrater. En période de grossesse, d'ailleurs, on conseille de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau également. C'est pas pour rien. Mm. D'accord. On conseille aussi des protocoles aujourd'hui, bien entendu, pour hydrater la peau, le visage, pour éviter un dessèchement, pour s'entretenir. Bon, bah ok. Très bien, c'est très bien. On se prend soin de soi de l'intérieur en mangeant bien, en faisant une activité physique. On prend soin de soi aussi au niveau des crèmes hydratantes. Mais le vagin, c'est pareil, il faut en prendre soin, donc il faut le nourrir. Alors, le nourrir de par des matières très grasses, si on veut travailler sur Voilà. l'hydratation intime. Donc, l'huile d'amande douce, c'est une bonne chose. Si vous souhaitez ingérer, sinon, des produits, bien entendu que ça peut se faire par des probiotiques qui vont venir agir directement aussi sur les muqueuses. Alors, l'onagre est assez répandu justement comme Ouais. produit naturel pour venir influencer, enfin en tout cas bien entretenir les muqueuses. Donc, l'onagre est tout à fait préconisé également pour des personnes qui vont souffrir de sécheresse. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de souligner, c'est que voilà, donc il y a vraiment des règles d'hygiène, on va dire des règles de beauté pour le Oui. périnée en Mhm. termes esthétiques, mais pas que esthétiques, mais aussi à visée fonctionnelle. Tout à Et fait. je rajouterais que j'ai abordé les femmes vaginiques qui ont des Mhm. soucis dans les douleurs. Je leur conseille, et je pense que vous allez compléter, voilà, les exercices à la maison. Et dans tous les cas, que ce soit de Mhm. l'esthétique ou du fonctionnel, c'est une zone qu'il ne faut pas négliger. Tout à fait, tout à fait. Alors, dans le cadre du vaginisme, effectivement, ce qui peut être intéressant, toujours, encore une fois, hein, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire pouvoir intervenir avec des injections de Botox, par exemple, hein, sur cette zone-là, Mhm. pour venir relâcher cette hypertonicité qui s'est D'accord. installée hein, de manière primaire ou secondaire. Et parallèlement à ça, bah, bien entendu qu'il faut avoir aussi une action chez soi. Se contenter d'aller faire une injection comme ça et puis se dire allez c'est bon le problème il est résolu. Non, c'est que derrière il faut entretenir des massages. Alors soit soi-même avec les doigts, bien entendu, D'accord. avec pareil un lubrifiant ou une huile végétale, peu importe, ou soit avec des dilatateurs vaginaux également qui sont des objets spécifiques qui vont venir travailler dans l'assouplissement du plancher Mhm. pelvien. Voilà. Et donc aussi lever une certaine appréhension de ces femmes victimes de vaginisme, en gros. Voilà, le vaginisme, je pense que voilà, on sait qu'il y a des problématiques psychologiques Oui, sous-jacentes, tout à et c'est fait. vraiment en tout cas, un des tableaux où il faut travailler vraiment en lien avec bah, par exemple, une sexologue ou enfin ou d'autres corps de métier. On parle Oui, de rééducation périnéale, on parle oui. de plein de choses comme ça, et aussi Alors, peut-être un soutien psychologique pour, alors comme connais-toi toi-même quelque part, c'est d'apprendre à se connaître oui, assez pour se souvent, découvrir. effectivement, ouais, effectivement, assez souvent, il y a un problème un peu plus profond hein, dans le vaginisme. Alors, soit ce sont de fausses croyances qui ont été Mm. héritées parce qu'effectivement, aujourd'hui, la sexualité féminine s'est libérée dans les années 70, mais il faut dire que la femme a quand même beaucoup ramé, rame encore pour pouvoir s'émanciper dans sa sexualité. Donc, bien entendu qu'il faut essayer d'aller travailler ça sur le plan psycho, le champ psycho, bien entendu, et aller voir si c'est pas une croyance héritée dans le transgénérationnel, ce que la mère, la grand-mère ont dit ou ce que le père a dit. Parfois aussi, ce sont des personnes qui ont été victimes d'abus. Bien Là sûr. aussi, il faut aller retravailler sur ces points-là. Alors, différentes manières. Oui, on peut aller voir un psy, on peut aller voir un thérapeute, peu importe. On peut aller voir aussi une personne qui va faire de la sophro, qui va aider également dans le relâchement Vous faites musculaire, de parce que l'hypnose, je crois, non, il me oui, semble. je fais de l'hypnose uniquement en sexologie d'ailleurs, et c'est vraiment ciblé pour des personnes qui ont des dyspareunies ou du vaginisme. Et D'accord. ce qui est intéressant dans la pratique de la sophrologie, l'hypnose ou même la méditation, c'est qu'on apprend aux personnes déjà
se concentrer sur leur respiration, parce que la respiration a toute son importance, hein, le fait de Bien sûr. calmer, et aussi de concentrer son attention sur le plancher pelvien, sur quand est-ce qu'il y a une tonicité et quand est-ce qu'on relâche. Alors, il y a le kiné aussi qui peut aider à ce relâchement, ou bien les sages-femmes également. J'ai vu votre dernier post sur Instagram qui parlait du balancement du bassin. Oui, oui, Un balancement, on imagine forcément quelque chose de sexuel ou de sensuel, mais ce qui était intéressant, c'était que vous rappeliez que ce balancement, c'était en fait comme une danse quelque part, mmh, une bien sûr. danse qu'on fait à deux avec son partenaire, et que de ne pas voir la sexualité que dans un acte forcément de plaisir pour l'un ou pour soi-même, Mmh. mais plutôt dans un échange. Et c'est dans cet échange-là que peut-être on arrive à redécouvrir son corps seul ou peut-être à deux. Bien sûr, tout à fait. Alors, le balancement du bassin on peut apprendre aussi, c'est la bascule du bassin, c'est-à-dire d'arriver à déverrouiller le bassin, voilà, à arriver tout simplement à faire marcher ce mécanisme osseux qui ne sollicite finalement aucune intervention musculaire. Donc, il faut Ah oui, vraiment d'accord. apprendre à relâcher. Ça, c'est une première intervention. Après, dans la bascule, en tout cas dans le mouvement du bassin, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir lâcher. Alors, c'est vrai qu'il y avait des danses à l'époque qui étaient utilisées. Je le reprends effectivement dans cet article. Je suis aussi sur un écrit qui va reprendre un petit peu cette notion de balancement, cette notion de prise de conscience de l'importance du bassin, de cette zone-là où il y a toute une énergie vitale, une énergie sexuelle qui circule. Voilà. Mais D'accord. ça va avec un lâcher aussi psychique. Si Un la lâcher femme, elle n'est prise. pas oui, un lâcher prise dans la tête, c'est-à-dire que si la femme, elle est pleine de préjugés, de tabous, de fausses croyances sur la sexualité, on n'arrivera pas à lâcher le reste. Est-ce qu'un, là, il nous reste, bon, c'est pour pas faire des vidéos trop longues, mais il Mhm. reste 3 minutes, mais bon, on va Oui. déborder. Mais est-ce que pour vous, le stress chronique, ou en tout cas la société, voilà, est-ce que ce stress qui nous tombe dessus, des fois on ne sait pas trop comment s'en sortir, est-ce qu'il influe selon vous sur la sexualité? Oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, les états émotionnels, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va influencer sur le système hormonal. Un stress, une anxiété. Alors déjà, c'est vrai que la société actuelle, aujourd'hui, fait des injonctions à l'orgasme, des la notion sensorielle va être complètement occultée à certains moments, donc ce qui est dommage d'ailleurs. Euh, cela étant, il faut pouvoir à un moment donné se libérer de tous ces dictats des médias. Voilà. Et Ouais. éviter de générer une angoisse de performance et une anxiété, puisque ça va faire sécréter des hormones qui ne sont pas bonnes pour la montée du désir. Vous voyez, donc ça va sécréter du cortisol. Le cortisol va venir complètement inhiber euh, la Là, sexualité. on est en période de confinement. Est-ce que ce serait pas une bonne, un bon, une bonne, comment dire, une bonne période peut-être pour se redécouvrir ou échanger? Complètement. Complètement, les personnes devraient d'ailleurs trouver ce temps-là, optimiser ce temps pour pouvoir se redécouvrir dans le sensoriel, hein, dans la stimulation. C'est surtout moi, je parle souvent de stimuli en consultation. On a un stimulus et on a une réponse. Dans les stimulus, je vais mettre les cinq sens, c'est-à-dire se reconcentrer sur nos cinq sens et aller les stimuler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des symboliques hein, en ce qui concerne l'érotisme et la sensualité. Il faut aller les chercher, ces symboles. Donc les couleurs, par exemple, comme je dis assez souvent, il y a des couleurs qui viennent à nous rappeler ces symboliques sexuelles, le rouge, les pourpres, les orangés. On va pas mettre un bleu électrique ou un vert pomme quoi, pour aller stimuler la libido dans un décor, en tout cas. Il y a les odeurs aussi, parce que la mémoire olfactive est très importante. Et elle peut venir aussi à rappeler des sensations agréables, des sensations érotiques. Il faut faire appel D'accord. à ça, la texture, le toucher. Donc, Avant de passer sur le dernier item pour qu'on mm, fasse un petit peu vite, là on a une question de Sarah qui nous oui. dit que pensez-vous du NoFap, alors, c'est de l'anglais NoFape, NoFap, NoFape. Ouais. J'en ai entendu un peu parler, je sais pas, c'est quoi ou est-ce que c'est un intérêt en 2 mots? Sur le no-fape, Oui, c'est quoi en fait? Je sais pas, moi je sais pas alors, trop ce que c'est. sur ce no-fape, donc la Oui. personne, là, on a entendu parler où, Ah ben, je en sais pas, moi je viens l'occurrence? de voir.
je viens de voir ça écrit en bas sur les questions. Alors, je Alors vois. ça, c'est des personnes effectivement qui doivent probablement s'abstenir à un moment donné s'abstenir de la masturbation, la pratique masturbatoire. Donc ça, on est dans la recherche de plaisir personnel ou individuel. Oui, alors après, les personnes alors à toute génération, on va avoir des nouveautés. Aujourd'hui, c'est ce concept de no fape, ça va être le fait de ne pas pratiquer la masturbation, donc une certaine forme d'abstinence. Alors après, il y a des personnes qui en vanteront les mérites. Hein, qui diront Ouais. qu'effectivement, ça apporte un peu plus d'énergie sexuelle après sur les rapports qui vont arriver derrière. Moi, en tant que sexologue, c'est pas forcément quelque chose que je vais préconiser en consultation, puisque on prône souvent, enfin L'inverse. plutôt, en tout cas l'inverse, et Alors, l'entretien de sa sexualité. peut-être que dans le cas de vos patients, c'est parce que c'est des gens qui ont une perte de libido. Donc, Exactement. on va les pousser à aller Mm. vers l'auto-plaisir, on va dire. Oui, Et complètement. peut-être qu'inversement, certaines personnes qui sont trop soumises peut-être aux diktats et aux sites Oui. et à toutes ces choses qui stimulent, peut-être que eux peuvent faire des pauses. Alors oui, alors après une pause, des pauses, oui, mais ça dépend de quelle durée. Sur le no-fape, alors no-fape, c'est quelque chose qui est arrivé des États-Unis, hein, qui était plutôt caractéristique à la base peut-être très religieuse sur des formes un peu d'abstinence. Bon, on D'accord. va pas épiloguer là-dessus, peu Oui, 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 importe. non, c'était comme C'est ça. vrai que moi, une personne qui viendra et qui a une hyperactivité sexuelle avec énormément de masturbation, je passerai pas Oui, du tout par le no-fape pour le suggérer, enfin, en tout cas pour une prise en charge. Pas du tout. d'accord. Et donc, ça m'amène au dernier point, et après, on va conclure. J'en ai parlé très, très brièvement, Mhm. ce qu'on appelle la zone G, le point G. Moi, j'avais fait Mhm. un article de 14 pages sur son existence ou pas. Certains disent qu'il Mhm. existe, d'autres qui n'existent Ouais. pas. Mhm. Et en esthétique, on a un produit donc avec de l'acide hyaluronique moyennement réticulé qu'on va aller injecter de part et d'autre, enfin dans cette zone, on va dire, sans rentrer dans les détails, qui des fois, avec une perte de poids ou une atrophie, etc., il y aura moins de mise en contact de cette zone, on va dire, érogène avec le contact de n'importe quel stimuli, ou notamment Mhm. du pénis du conjoint. Euh, j'ai testé ces injections. Le problème, c'est que je me suis souvent heurté à un problème. C'est que les femmes qui venaient me voir étaient des femmes qui n'avaient jamais eu d'orgasme, donc on appelle une anorgasmie, et qui venaient me voir en me disant, voilà docteur, moi j'aimerais avoir du plaisir, injectez-moi. Et elles pensaient qu'en ressortant de mon cabinet, c'était waouh, cure de jouvence. Et qu'est-ce que Mhm. vous pensez, pour un peu conclure voilà, le débat ou l'échange sur, on va dire, le point G ou les injections du point G ou... Ouais, bon, alors déjà, une femme qui arrive et qui dit qu'elle est anorgasmique, j'espère quand même qu'avant, elle aura exploré son clitoris, qu'elle aura pratiqué la masturbation et qu'elle aura tenté déjà d'avoir un orgasme clitoridien. Première chose. Hein, D'accord. ça, déjà, pour lever ce doute-là, il faut déjà pratiquer la masturbation et aller chercher l'orgasme clitoridien avant de dire qu'on est anorgasmique. Après, il faut savoir quand même que l'orgasme vaginal, donc endovaginal, ce n'est que l'extension de l'orgasme clitoridien par voie interne. D'accord. Le pourcentage hein, de ce qui est dit dans certaines études, c'est qu'il y aurait à peu près 40% de femmes qui pourraient atteindre cet orgasme endovaginal euh, par pénétration à partir de 35-36 ans. Donc ça arrive plutôt tardivement. Sur les injections, en l'occurrence Donc, sur le... un orgasme de la femme mature, quoi. Oui, ouais, Donc, tout vous à fait, reprenez ouais. un peu le En ayant une concept bonne connaissance. Freud de son Pardon? anatomie. En ayant une bonne connaissance de son anatomie. Tout à fait, il faut avoir une bonne connaissance Freud, de son je ne anatomie, sais bien pas si sûr. vous êtes d'accord avec Freud, parce que j'avais parlé de Freud, où il opposait l'orgasme clitoridien juvénile avec l'orgasme vaginal mature. Et Ouais. est-ce que cette dualité est vraiment, enfin, pour vous, elle a lieu d'être? Alors Freud, alors on Enfin, va dire que Freud oui, a non, bercé, oui, non. mais on, ah, on peut pas distinguer les deux là. On rentrerait dans un débat qui est super long. J'ai étudié Freud en psycho et je peux vous dire que Freud en sexo, ça n'a strictement rien à voir. Donc D'accord. Bon, c'est un peu ce que j'avais vu voilà. dans mon papier, c'est que, Ouais, ouais. bon, voilà, Non, non. mais c'était Bref, juste pour en pour revenir lancer un autre débat.
en revenir à l'exploration du point G, en tout cas, voilà, les injections peuvent être intéressantes. Cela étant, il faut quand même que la femme ait suffisamment exploré. Il faut qu'elle sache où est déjà son point G au préalable, en allant le stimuler avec un doigt, notamment. Il est assez proche de l'entrée du vagin. Généralement, il est situé à peu près à 2 centimètres. Si on met un doigt et qu'on recroqueville à 2 centimètres, on va sentir le point G qui est pas plus gros qu'une pièce de 2 euros, qui a une forme plutôt, enfin une texture peau d'orange. Hein. Donc D'accord. parfois, il faut même aller appuyer un peu dessus pour aller sentir cette zone-là. Donc moi, j'invite généralement, avant toute chose, les femmes à aller s'explorer, à aller chercher leur point G, à aller le faire stimuler par leur partenaire. D'autres choses, après, ces femmes-là, si elles font une injection, qu'elles ont recours à une injection, il y a une position qui est plutôt intéressante pour aller stimuler le point G, c'est la levrette, et en faisant rentrer justement que le bout du gland, enfin que le bout du pénis, puisque le D'accord. point G est vraiment à l'entrée. Voilà. Donc ça sert à voilà. L'homme est toujours dans une quête de, on va dire, de réussite ou de chiffres, etc. Donc il va peut-être pas être à l'écoute de sa partenaire. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus, qu'effectivement la sexualité c'est être à l'écoute de Ouais, soi-même, être à l'écoute de son partenaire. Et ouais. je pense que cette médecine, moi, elle m'intéresse, cette médecine. Alors, elle est très décriée. Hein. Je veux dire, moi, mes collègues aussi, des fois, ils me tombent dessus en disant ah, Durantais, etc. Mais quand on comprend vraiment l'implication, l'imbrication du psy, du fonctionnel, des tissus, enfin, je veux dire, de l'histologie, enfin, tout est un ensemble. Et que si on ne prend pas en compte et le tissu graisseux, et l'hydratation, et le tissu musculaire, et le Tout à tissu fait. cérébral, etc., voilà, on ne va pas y arriver. Et pour finir, c'est vrai qu'il y a un autre docteur, un autre médecin qui, lui, est sur Dubaï, qui est spécialisé, le Mhm. docteur Stéphanie, je crois, Mathieu Stéphanie, qui nous disait, voilà, le PRP, l'indication du PRP dans la biostimulation vaginale, lui me disait, Mhm. par rapport aux injections point G, était largement meilleur parce que on donnait un coup de peps à toute cette muqueuse-là, et comme vous disiez, Ouais. en fait, on pense que le plaisir vaginal est une vibration, on va dire, de la paroi vaginale venant du corps clitoridien, et que si on a une bonne Mhm. hydratation avec une texture pas moelleuse mais souple, eh ben écoute, Oui. tout se Mhm. passera bien. C'est ça. Voilà. Après, Donc, voilà, libre à vous aussi de, pour conclure, libre à vous aussi de suggérer également aux femmes d'utiliser les IPDE5, c'est-à-dire les les quoi? Viagra, Cialis, les IPDE5. Donc, Ok. le Viagra, Cialis, une femme peut tout à fait Chez la femme. l'utiliser. Oui, chez la femme, tout à fait. Donc, une femme qui serait un peu en perte, même d'hydratation, hein, bien entendu, et qui cela pourrait entraîner une problématique durant le rapport, peut tout à fait utiliser un IPDE5 puisque ça va revasculariser. D'accord. Bon. Alors écoutez, là, on apprend quelque chose, c'est cool. Bon, Ouais. en tout cas, Sophie, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Merci. En tout cas, vous avez compris, s'il y a un souci intime, il faut qu'il y ait une collaboration médicale et paramédicale, notamment avec Mhm. l'hypnose ou la sexothérapie. Et moi, en tout cas, mes patientes, je vous en envoie quelques-unes de temps en temps, Mhm. effectivement, pour essayer de les sortir des fois de problèmes ancrés en profondeur. Merci pour tout. Merci. Je vous dis à bientôt, Sophie, et merci Oui, de votre à bientôt. participation. Au Merci. revoir. Au revoir. Donc voilà, on a terminé ce live-là. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était assez enrichissant. En tout cas, j'ai même appris qu'on pouvait mettre du Viagra pour les femmes. Après examen cardiovasculaire, je pense, du médecin, parce qu'il faut voir la tension. Bref, donc la médecine esthétique intime, on peut en débattre des heures, parce que c'est pas simplement une technique qu'on va apporter, mais c'est vraiment la prise de la connaissance de la femme qui des fois elle-même se méconnaît. Et elle va, je pense, se développer de plus en plus à l'avenir, puisque on est dans une société où effectivement on va peut-être se préoccuper un peu plus de ses plaisirs, que ce soit sexuel ou non sexuel, mais à l'avenir, je pense qu'il y aura un épanouissement, peut-être qu'il va passer par la redécouverte de son corps qui a été pendant des siècles un petit peu malmené. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. On a dépassé de 10 minutes. Demain soir, on va aborder la question des skin boosters. Donc les skin boosters plutôt par injection. On parlera aussi des autres techniques qui vont booster la peau, mais ce qu'on appelle skin booster sera plutôt l'injection. Et il y aura le docteur Nicolas Costa du centre Laser Childebert à Lyon qui viendra m'aider et qui viendra discuter avec moi de cette technique-là.
Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous pourrez revoir dans les jours à venir sur la chaîne YouTube Médecine Esthétique Lyon, Docteur Durantet Bertrand. Je vais essayer de remettre les vidéos pour ne pas les perdre parce que je trouve que cet échange est très enrichissant. À très bientôt. Au revoir.